Comité de pilotage du dialogue intermalien, une avancée vers la paix et la réconciliation nationale. Le Mali et la Banque mondiale entendent renforcer leur coopération. Zakat Foundation of America a fait encore parler son cœur à travers une journée de remise de dons au CESCOM et CCRF partenaires de la Fondation. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'annonçais dans le titre, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a mis fin aux fonctions de l'ancien président de la transition, professeur Diankounda Traoré, comme haut représentant du président de la République pour les régions du centre par décret en date de ce jeudi 22 février 2024. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a organisé une rencontre d'échange avec la presse le mardi 20 février 2024 à la Maison de la Presse, présidée par le président du comité Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, accompagné des membres du comité afin d'expliquer à la presse les missions assignées au comité et ses attentes envers la presse pour la construction d'un Mali paisible et prospère. Suivons ensemble cet élément. L'idée du dialogue, c'est le président qui a eu cette initiative, mais on a constaté que l'ensemble des Maliens étaient favorables à cette idée. Et partout à travers le pays, on demande à ce que ce dialogue soit structuré autour des grandes préoccupations des Maliennes et des Maliens. Nous avons tous les documents depuis très longtemps. On les a rappelés. On a fait l'historique de ces documents. Ils seront mis à la disposition des participants. Tous les documents, tous les forums, tous ces documents sont disponibles. Il faut les exploiter et en tirer les conclusions finales qui nous permettent de ne plus parler du terrorisme, de banditisme, de vol et amener les Maliens au travail. Il sera mis sur la table, tout sera mis sur la table, sans table. Tout sera dit, tout ce qui fâche va être dit. Et ça sera dit dans la cordialité, dans le respect, sans que les gens s'insultent. Il faut avoir un débat civilisé, un débat d'hommes responsables. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens, ce qui fait pendant le dialogue inclusif national. Ça a été fait pendant les assises nationales, mais quelque chose de nouveau va être réalisé cette fois-ci, parce que c'est les Maliens entre eux, sans interférence, qui vont se parler pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc tout sera mis sur la table. On demande aux Maliens de se rassembler. On demande aux Maliens de s'excuser. On demande aux Maliens de se donner parole. On demande aux Maliens de se dire la vérité. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre. Les Maliens souffrent. Il y a énormément de problèmes dans notre pays. Il faut seulement les Maliens pour trouver des solutions à ces difficultés. Nous ne pouvons pas sortir de ces difficultés sans que nous, Maliens, nous nous mettons au travail. Le travail est central et obligatoire, mais il faut de la rigueur, il faut de la responsabilité, il faut des sanctions, il faut que le Mali soit debout. Il faut que les Maliens et les Maliens travaillent pour que notre pays sorte de ces crises. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a reçu le mardi 20 février 2024 une délégation de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Diakana, vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein de l'institution financière internationale. Les discussions ont porté sur les axes de coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Suivons ensemble cet élément.
nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le président. Nous avons échangé autour de notre coopération avec le Mali, qui est un pays extrêmement important de la Banque mondiale et avec lequel nous entretenons un partenariat de longue durée. Nous avons discuté des impacts de ces crises mondiales sur le Mali, en particulier sur les populations maliennes, qu'il s'agisse de la crise liée au changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les populations, notamment en termes d'augmentation du coût de la vie, mais également les effets de la pandémie de la Covid-19 qui restent visibles. Et tout ceci dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, ce qui ont eu comme effet d'impacter négativement, si vous voulez, les conditions de vie des populations. Mais en même temps, nous avons salué la résilience des populations maliennes et les efforts que l'État est en train de déployer pour que cette résilience soit encore beaucoup plus forte. Et dans ce cadre-là, nous avons expliqué le rôle de la Banque mondiale en tant qu'à la fois partenaire du Mali, mais en même temps une institution qui appartient au Mali quelque part, parce que la Banque mondiale appartient aux États. Ce sont des États qui sont membres du conseil d'administration de la Banque mondiale et qui l'ont créée. Donc c'était pour nous, cette mission, une expression de solidarité avec les populations maliennes. Solidarité d'ailleurs qui se manifeste à travers des programmes divers et variés que nous finançons au Mali et qui continuent de s'exécuter et de délivrer des services en faveur de populations maliennes dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'élevage, de l'environnement, etc. Nous avons dit également que pour l'ensemble que ces secteurs continuent de fonctionner normalement et que la résilience des communautés et des populations se renforce davantage. La crise que nous avons trouvée au Mali, en particulier dans le secteur énergétique, doit être réglée le plus tôt que possible. Et la Banque mondiale a offert sa disponibilité à aider le Mali à trouver des solutions, d'abord sur le court terme à cette crise-là, et ensuite on va continuer à travailler avec le Mali sur des solutions durables sur le moyen et le long terme. Son Excellence, Monsieur le Président, a donné son accord à toutes les propositions que nous avons faites et nous nous sommes engagés à travailler maintenant avec diligence et rapidité pour que les solutions puissent être exécutées et visibles sur le terrain. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience une délégation du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Cette délégation conduite par Moussadek Bali, premier responsable du CNPM, était venu rendre les conclusions des 5 groupes de travail que le CNPM a mis en place après son installation à l'issue des élections patronales du 1er octobre 2022. Suivons ensemble cet élément. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le président de la transition, chef de l'État. Une délégation du CNPM est venue lui rendre les conclusions des 5 groupes de travail que nous avions mis en place dès notre installation, après les élections patronales du 1er octobre 2022. Ces 5 groupes de travail ont planché sur les 5 facteurs de compétitivité d'une économie, à savoir l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Nous avons fait une synthèse au chef de l'État sur les principales recommandations de ces 5 groupes de travail et nous lui avions confirmé que nous étions disponibles pour son cabinet, ses conseillers, pour organiser des réunions de restitution en profondeur. Comme vous le savez, pour qu'une économie soit attractive, que ça attire non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs nationaux, il nous faut de l'énergie et nous sommes en pleine crise. Il nous faut des jeunes qui ont la bonne formation. Nous avons des formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec les emplois que créent nos entreprises. Il nous faut des infrastructures. Ça ne sert à rien de produire des mangues à Sikasso s'il n'y a pas de route pour l'amener à Mopti, à Gao, à Kidal. Il nous faut une fiscalité bien répartie. La particularité du Mali, c'est qu'on a une injustice fiscale. 10% des entreprises payent 90% des impôts au Mali.
Donc il faut élargir l'assiette fiscale, notamment dans le domaine du foncier qui n'est pas du tout fiscalisé. Et finalement, il nous faut des financements. Actuellement, le secteur bancaire vit une crise de liquidité parce que la BCEAO a décidé de resserrer le crédit. Donc c'est tous ces sujets dont on a débattu avec le chef de l'État, entouré de ses ministres, le ministre de l'Industrie et le ministre des Finances. Il a été très à l'écoute, il est resté très longtemps avec nous, il a souhaité que ce genre de rencontres se multiplient pour que le monde économique puisse remonter au plus haut sommet de l'État ses préoccupations. En résumé, c'était très instructif pour nous, c'était très utile pour nous parce que depuis plus d'une décennie, l'économie malienne subit des chocs multiples. Choc sécuritaire, choc institutionnel, choc politique, choc sanitaire avec Ebola et avec la pandémie à Covid-19, choc de l'inflation, issu de la guerre en Ukraine où on a eu une inflation pour la première fois dans l'histoire de l'UEMOA qui a frôlé les 2 chiffres. Et donc, tous ces chocs ont quand même fragilisé l'économie malienne et il était important pour nous de venir échanger avec le chef de l'État et voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment nous atteler à relancer cette économie et à créer les centaines de milliers d'emplois dont notre pays a besoin chaque année puisque nous avons une population très jeune, 70% de la population malienne à moins de 21 ans. Et donc, il nous faut créer des emplois. Les délestages vont diminuer au minimum de 80% pendant le Ramadan. Ces mots sont du président de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT, Hassan Sidibé. Suivons ensemble cet élément. À l'approche du mois de Ramadan, nos autorités veulent tout faire pour donner l'électricité aux Maliens. Et les installations sont en bon état de marche. Nous sommes en manque de carburant et c'est explicable. Pour faire fonctionner, donner 400 mégas aujourd'hui au Mali, à Bamako, de puissance électrique, il faut allumer les 4 centrales. En allumant ces 4 centrales, il faut dépenser à peu près 1,3 milliard de francs CFA par jour, soit à peu près 40 milliards de francs CFA par mois. Le président de la transition a ordonné qu'on ait le maximum de carburant pour faire fonctionner les centrales pour donner l'électricité aux Maliens. Donc je peux vous rassurer qu'on est dessus. Les délestages vont diminuer au minimum de 80%. Sinon à 100%, c'est le but recherché. Les autorités de la transition, soucieuses du bien-être des populations, sont à pied d'œuvre pour permettre aux Maliens de bénéficier régulièrement de l'électricité. Dans l'immédiat, des solutions à court terme sont envisagées. Les livraisons de carburant ont commencé, alhamdoulilah. Dans le cadre de l'AES, le Niger accepte de nous donner le carburant à peu près 230 francs CFA le litre, ce qui est inédit. Donc ça veut dire que l'AES est de bon augure. Aussi, les livraisons russes ont commencé à partir du port de Lomé. Les livraisons de l'Arabie Saoudite aussi vont commencer. Mais tout cela, c'est des solutions pour moi d'urgence parce qu'il faut sortir du thermique. Nous avons pensé, nous allons proposer au département de l'énergie de changer de législation pour permettre aux foyers maliens, c'est-à-dire aux abonnés d'EDM, de produire de l'électricité à partir de leur toit, à partir du solaire, et vendre le surplus à EDM. Et le calcul est net fait, on peut défalquer ça de leur facture à la fin du mois ou à la fin de l'année. Derrière ce tableau, une lueur d'espoir qui peut être un début de solution au délestage que connaît le pays en ce moment. On a d'autres points qu'on est en train de voir, notamment la construction de centrales à Kenyé, à Bagoué, qui sont en vue. Et le mois prochain, Inch'Allah, nous aurons probablement pose la première pierre de 4 centrales de 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas chacune. En centrale photovoltaïque grâce à la collaboration entre le Mali et la Chine et le Mali et la Russie. Je vous l'annonçais dans les titres, la Fondation Zakat a organisé le vendredi dernier une journée de remise de dons au CESCOM et CCRF, partenaires de la Fondation, présidée par Mme Diaye Mariam Koulibaly, représentante des Zakat Foundation au Mali. Cette cérémonie a réuni de nombreuses personnalités. Tous se sont réunis dans le but d'apporter une assistance précieuse aux plus démunis. Suivons ensemble cet élément. Ce que Zakat fait, c'est dans la ligne de notre objectif. Comme je vous ai dit, alléger les souffrances, utiliser de manière optimale la Zakat qui est donnée par des généreux donateurs
mais aussi faire en sorte qu'un droit essentiel de l'être humain soit respecté, soit réalisé. Le droit à la santé est un des droits principaux. Et ce droit-là, nous voulions que les personnes les plus vulnérables puissent l'exercer, puissent le recevoir. C'est aussi pour cela que nous nous sommes orientés vers ce domaine-là. Et quand j'entends les différents intervenants et quand je vois sur le terrain et que je vois que nous sommes sur la bonne voie, et vous me confirmez cela. Et pour cela aussi, je vous dis merci. L'utilité de cette aide, ça permettra d'une part aux médecins de se déplacer dans les différents quartiers, aux sages-femmes d'aller dans les différents quartiers aussi. Vous savez, à chaque déplacement des sages-femmes, on est obligé de louer une voiture ou bien prendre des motos pour le déplacement. Quand nous avons cette belle moto, ça nous permettra d'être autonomes. Franchement, je ne fais que dire merci encore, merci à Zakat Fondation of America et surtout à sa directrice pays, à l'ensemble du personnel de Zakat. Ce sont des infatigables. Nous leur disons merci. Le matériel que nous allons recevoir au niveau de nos structures permettra vraiment d'améliorer cette qualité-là. Et le matériel logistique permettra d'atteindre les populations les plus reculées et surtout les plus vulnérables. Le matériel solaire, les panneaux solaires là permettront d'assurer vraiment la continuité des services et le matériel médical améliorera, j'en suis sûr, vraiment la qualité des prestations. Tout c'est vraiment, la qualité des prestations est vraiment chère à Madame la ministre de la Santé et du Développement social aujourd'hui. Vous avez dû le constater, à n'importe quelle de ces visites, elle tient à vraiment voir nos structures de santé, leur fonctionnement et voir un peu la qualité des services qui y sont rendus. Donc ce matériel qui vient d'être donné à ces structures permettra, j'en suis sûr, de rehausser le plateau technique au bénéfice vraiment de nos populations. Encore une fois, merci à la Fondation Zakat et aussi vraiment nous tenons et nous insistons là-dessus pour que le matériel reçu ici soit vraiment utilisé au bénéfice exclusif de nos populations. C'est ce qui nous amène à la page internationale de ce journal. Au Nigeria, Yakubu Gowon, le dernier fondateur de la CEDEAO, a appelé ce mercredi 21 février à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à l'approche d'un sommet de l'institution prévu ce 24 février à Abuja. L'ex-président du Nigeria intervient afin de sauver l'organisation ouest-africaine qui est actuellement secouée par plusieurs crises politiques depuis le départ des 3 États du Sahel. La CEDEAO étant menacée de désunion, la participation des chefs d'État de l'institution à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel est impératif pour les derniers pères fondateurs. En RDC, les États-Unis, l'Union européenne et depuis mercredi, la France ont tous reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette reconnaissance internationale de l'implication rwandaise dans le conflit armé qui ravage la région depuis des décennies est perçue comme une étape importante par les autorités congolaises. Cependant, elle estime que ces mesures ne suffisent pas à elles seules à mettre fin au soutien rwandais au M23 et appelle à des sanctions plus fermes à l'encontre de Kigali. En Guinée, les militaires au pouvoir ont temporairement dissous le gouvernement. En début de semaine, Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, s'est exprimé dans une vidéo préenregistrée publiée sur les réseaux sociaux de la présidence. Il a également précisé que les chefs militaires autoproclamés nommeront un nouveau gouvernement à la suite de cette dissolution sans en donner la raison. La Guinée est sous régime militaire depuis le coup d'État de septembre 2021. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Malibook, l'info, toute l'info, l'information à la source
Au revoir et à la semaine prochaine.